Je vous fais toutes mes excuses, monsieur. J'ai toujours été maladroit. Il vous a fait ses excuses, monsieur. Maintenant, asseyez-vous. 28 noirs. Vous perdez, monsieur. Voilà qui ne me surprend pas du tout. C'est le mec qui Non, vient d'avoir truqué. rien de semblable. Une bouteille de whisky et 3 verres, je vous prie. Ben, j'ai plus une goutte de whisky. J'ai pas de bière non plus. Franklin? De calme, tout le monde. Maintenant, je veux que tu écoutes ce que je te dis. Très attentivement, hein? Est-ce que tu m'écoutes? C'est bien. Alors, je veux une bouteille de whisky et 3 verres alignés sur le comptoir, tu vois? Dépêche-toi, va les chercher, tout de suite. Allez, vas-y. Prends-les là-bas. Oh, mon pauvre vieux, mais t'as mal écouté. Je t'avais dit une bouteille et 3 verres. C'est ça. Je veux que tu nous serves avec précaution. Je ne veux pas que tu en renverses une goutte. C'est ça. En voilà un. Et voilà. Et encore un verre. Ça y est. Voilà. Alors, messieurs, buvons à l'union. Maintenant, les amis, ne faites pas les méchants, tout le monde regagne son banc et nous, on va gagner la sortie. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 38. Le confinement est terminé, la vie reprend son cours habituel, la casse sociale est en grosse forme, les jours heureux du confinement ne sont plus. Et toi, cinéma, tu n'es pas encore relégué au streaming. Soudain, on s'alanguit, on rêve, on frissonne, on tangue, on chavire, et comme la rengaine, on va, on vient, on vire, on se tourne, on se traîne. Toutes tes images nous hantent, on te parle tout bas, on a le mal d'amour, on a le mal de toi. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma Quel est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, nous parlerons de deux ressorties en DVD et Blu-ray. Pour commencer, Rio Conchos de Gordon Douglas, sorti chez Sidonis Calista. Et ensuite, du coffret The Bride with White Hair, donc 1 and 2 de Ronnie Yu et David Hughes, sorti par Spectrum Film. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a Simon Lejeune. Bonsoir Simon. Bonsoir. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. De retour parmi nous, il y a Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir Thomas. Et à la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Gal qui nous fait encore l'honneur et le plaisir de nous accueillir dans son appartement et avec du bien beau matériel, et nous le remercions bien évidemment. Donc, avant de passer un petit peu aux festivités, vu que nous avons deux personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière. Alors, Simon Lejeune, comment s'était passé votre confinement qu'on pourrait résumer en 2 mots, saucisse et modélisme? C'était très bien. Il n'y a rien à ajouter. Est-ce que tu as fait du modélisme en forme de saucisse? Non. Mais t'as modélisé quoi, des avions? Des saucisses? Non, modélisme historique. Ah oui. Alors, était-ce aussi un confinement cinéphile? Était-ce vraiment studieux en termes de cinéma, Simon? Oui, je me suis fait une rétrospective Scorsese. Notamment, je suis passé par toute la phase années 2000, que j'avais jamais fait, 90-2000. Et j'ai plutôt bien aimé. Pas regardé grand chose d'autre, à part évidemment les films que tu m'as passés. On me dit Sidaris, super. Des films de Gerard Butler. Quelques films de Gerard Butler, oui, pas tant que ça finalement. Parce que t'as un peu tout vu.
Oui, j'ai tout vu, oui. Parfaitement, on peut dire ça. On fera une émission spéciale un jour, Simon. Mais ça serait pas mal, ça. Je suis preneur, moi. Ouais. Moi aussi, j'ai quasiment tout vu. là. Mais donc voilà, c'était plutôt calme, sérieux. C'était calme, sérieux non. Mais Heureux de revenir à la vie normale, au cinéma, au goût des choses simples. Non, pas vraiment. Non, j'étais vraiment bien. Ouais. Et dans un tout autre spectre, elle était loin de chez nous, loin de Rennes, au soleil, là-bas dans le sud, chantant, enfermée dans un manoir avec un jardin et en famille. Entourée de gâteaux. Ah voilà, la personne qui a passé son temps à manger des gâteaux, on peut le dire. Donc Carla, Ouais. alors c'était comment ? Bah, c'était bien. Mais je suis contente de rentrer. D'ailleurs, je suis très contente de postillonner partout dans la cuisine de Galles. Voilà. Mais non, c'était bien. Plutôt bon esprit par rapport à ce confinement en termes de cinéma, en termes d'investissement dans le travail critique qui te cheville au corps. Investissement, je pense que c'est pas le mot, mais j'ai maté pas mal de trucs et j'ai pas mal... Des bonnes choses ou des merdes ? J'ai maté tous les frères Safdie. Donc, Deux et merde. Non, je suis pas d'accord. Pour le coup... Plutôt quand même... C'était vraiment stop. Plutôt dans le niveau du caniveau, quoi. Comment ça balance tout de suite. Vous êtes d'accord, voilà, Simon le retour. J'en ai pas vu un seul, donc... Mais a priori, oui. A priori, il serait d'accord. Mais donc, globalement, contente de revenir dans la capitale... Bretonne. Moi, j'allais dire des Vénètes, mais les Vénètes, c'est à Vannes, donc du coup, ça correspond pas du tout. Vous savez que la géographie et l'histoire sont des notions aléatoires et bourgeoises, donc Et puis l'histoire est morte, de toute façon, Voilà. comme le cinéma. Donc, Puis c'est pas une science exacte non plus. Hein. Donc voilà, alors effectivement, à propos de cinéma, on en parlait la semaine dernière. Normalement, les salles devraient réouvrir à partir du 22 juin. On aura quelques films qui étaient prévus pendant le confinement et qui sont sortis un petit peu avant le confinement, qui devraient ressortir, des choses dont on devait parler, notamment Si c'était un amour de Patrick Chia, qui ressortira au TNB, je pense, donc peut-être qu'on en reparlera. Mais il y a quand même principalement des merdes qui ont l'air de sortir, notamment au mois de juillet, il y a le fameux Les Blagues de Toto. Non. Si. Il y avait un film sur les blagues de Toto, à peu près par la même équipe que Les Profs, je crois. Enfin, en tout cas, c'est le même esprit qui va sortir. Alors, même pour moi, c'est un petit peu le niveau terminal, le niveau quand même terminal un peu hardcore. Oh ouais, quand même, ouais, parce que là, les blagues de Toto. Oui, c'est. Bon, il y a Jean-Paul Rouve, quoi, non ? Non, il y a Ramsey. Ouais, bon, voilà. Bon, il avait bien joué dans Terminal Sud, faut bien alterner. Oui, voilà. Et puis Jean-Paul Rouve ne pouvait pas parce qu'il est sur les Tuches 4, donc il peut pas tout faire. Il peut pas être partout. Mais voilà, il y aura. C'est Franck Gastambide qui réalise Non, c'est un inconnu total. Non, Franck Gastambide, maintenant, il est parti dans des trucs quand même un peu plus tunés, un peu plus, entre guillemets, respectables. Il a fait sa série sur le hip-hop sur Canal+, qui s'appelle Validé, sur le hip-hop français. Hein. Donc, ça coûte moins cher. Et donc, je sais pas encore ce que ça vaut, mais j'espère que le Dr Erwan la verra en tant que esthète hip-hop. S'il faut, je regarderai ça. Ouais. Je t'obligerai, puis t'en parleras. Le problème, c'est que moi, j'ai vu une photo de cette série qui apparemment a l'air de se dérouler à l'intérieur de Skyrock. Donc déjà, si le projet de la série, c'est de dire que Skyrock, ça a été un grand vecteur pour le hip-hop français, alors que pour moi, c'est le fossoyeur du hip-hop français. Bon, déjà, il va y avoir un problème de lecture, déjà. Mais bon, je vais pas présumer sur une photo. Un beau film sur le hip-hop et Skyrock qui n'était pas cité. C'est le premier film de la rumeur qui s'appelait De l'encre, où le patron de Skyrock, donc Laurent Bounot, était crédité au générique comme Gros Cul. C'était son nom dans le film et c'était son nom générique, c'est Gros Cul. Souvenons-nous de cette fameuse première phrase de chanson de la rumeur, premier sur le rap, fils de pute. Voilà. Une manière très agréable de commencer une chanson. Exactement. Ça, c'était la belle époque. Hein. On savait rire à l'époque, on savait s'amuser avec Skyrock, qui a fait des procès du coup, mais bon, c'est une autre histoire. Pas d'autre chose à ajouter sur le cinéma à venir? Vous avez des espérances, des envies Il n'y a plus d'espoir. Non. D'accord. C'est fini. Donc, finalement, c'était moi le plus positif autour de cette... Disons que maintenant, quand on est rendu au Status 9 Movie, avec George Floyd, je pense que ça va être compliqué de faire du cinéma derrière ça, quoi, quand même. Oui, alors c'est vrai que cette année, j'ai hâte de voir les théories sur le cinéma post-Covid et le cinéma post-Black Lives Matter. Ça va être... Il y aura sûrement une série Netflix. En tout cas, il y a Danny Boone, je t'avais dit, qui prépare son film sur le confinement, et Michael Bay. 2 salles, 2 ambiances. Ça sera pas. Moi, ce que je voudrais, c'est un film de Michael Bay avec Danny Boone. Ah, il a bien fait tourner Mélanie Laurent, tu sais, maintenant, tout est possible. Tout est possible, c'est vrai. Moi, je suis effectivement preneur pour ça. On va passer à la section critique de cette émission. On va aller chevaucher du côté des grands espaces du Far West. Et pour ça, on écoute tout de suite Rio Conchos. Rio Conchos.
Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était Johnny Desmond avec Rio Conchos, titre habilement extrait de la bande originale du film Rio Conchos de Gordon Douglas, film de 1964 ressorti récemment en DVD et Blu-ray chez Sidonis Calista, qui donc continue d'explorer ce vaste continent qu'est le western, puisqu'il sort quand même une sacrée palanquée avec des fortunes diverses et variées, mais là pour le coup on tombe sur une petite pépite, sur un très très beau film donc de Gordon Douglas. Je vais faire le plot, le pied, et après je vais tendre la perche à Simon Lejeune qui nous parlera un petit peu plus de tout ça en détail. Ben donc ça commence par un personnage qui est incarné par Richard Boone, un ancien général, capitaine de l'armée fédérée qui massacre joyeusement des Indiens et prend leur scalp. Il est arrêté par une escouade de soldats confédérés, il est mis en prison, et il tombe avec un jeune homme qui s'appelle Rodriguez, parce que c'est un Mexicain, donc comme tout, c'était soit ça, soit Juan probablement. Et donc ils vont probablement se faire exécuter, mais un gradé confédéré qui est incarné par Stuart Whitman lui propose un marché d'aller chercher des fusils qui ont été volés, dont un justement que Richard Boone avait, qui appartiennent à l'armée confédérée, d'aller chercher ces différents fusils pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc ils vont partir tous les trois, le Mexicain Richard Boone et Stuart Whitman, avec en plus avec eux un soldat noir incarné par Jim Brown, évidemment. Ils vont vivre des aventures et tout ça va partir un petit peu en sucette, mais c'est ça qui fait la beauté du western. Alors Simon Lejeune, mon cher Simon, vous aimez bien le western, vous aimez bien les cow-boys, vous aimez bien quand ça chevauche et ça cavalcade, et vous aimez bien aussi le cinéma de Gordon Douglas. Oui, alors Gordon Douglas, c'est un cinéaste hollywoodien, tout ce qu'il y a de plus classique dans ceux qu'on a appelés les faiseurs, parce que c'est un type qui commence au tout début du 20e, qui naît au tout début du 20e et qui commence dans les années 30 et qui va enchaîner, c'est-à-dire il va faire le circuit assez classique, c'est-à-dire film pour jeunesse au début, progressivement film d'aventure, petit film un petit peu fantastique, et puis après-guerre qui va aller vers des films un petit peu plus ambitieux, ou en tout cas un peu plus adultes, avec toute une veine de films noirs un peu semi-documentaires. De ce point de vue-là, il est assez proche de cinéastes comme Hathaway, comme Anthony Mann, notamment au moment où il fait des films semi-documentaires, et il va faire peut-être, à mon avis, ce qui est son meilleur film, qui s'appelle Kiss Tomorrow Goodbye, et qui est un film qui doit sortir, à mon avis, en 50, et qui est une adaptation d'Horace McCoy avec James Cagney, du roman Adieu la vie, Adieu l'amour, Adieu la vie, je crois. J'ai un petit doute, mais un des romans les plus noirs de McCoy. Et ensuite, il va avoir dans les années 50, contrairement à Mann ou Hathaway, il va avoir plutôt une carrière qui va pas spécialement prendre. Sur la pente déclinante. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va réaliser à ce moment-là plutôt des westerns, plutôt des westerns assez corrects, notamment avec Randall Scott, etc. Mais il va pas être consacré, on va dire, comme les autres, ou avoir une carrière assez importante. Et on va le retrouver là dans les années 60 à faire des projets un peu plus ambitieux. Il y en avait quelques-uns, je les ai plus en tête, mais celui-ci, Rio Concho, c'est assez intéressant parce qu'il va travailler avec un scénariste qui est aussi écrivain, qui va être un petit peu un des principaux scénaristes de western vraiment très américain, mais façon années 60, fin 50, 60. C'est Claire Uffartier. Oui, c'est ça, ouais. Qui a écrit notamment pour Michael Curtis Les Comancheros. C'est ça, qui était le dernier film de Curtis, mais qui amorce aussi après les films de Burt Kennedy, les films, il va bosser avec Andrew McLaglen, etc. Et c'est peut-être, la collaboration, elle est assez intéressante là, de ce point de vue-là, parce qu'on va aller vers un western où on sera moins centré sur un personnage principal qui est très fort. Là, on le voit dans Rio Conchos, le personnage principal de héros, enfin en tout cas celui qui est le héros habituel, c'est joué par Stuart Whitman, qui est un type qui est tout à fait plat en fait dans le film, qui est par ailleurs un acteur qui a joué des rôles beaucoup plus compliqués après. Mais ce qui l'intéresse beaucoup plus dans le romancier, c'est toute la bande qui va l'entourer. Et du coup, on n'est plus dans un héros qui résout les problèmes, mais au contraire, le mec est quand même extrêmement mauvais. Les autres le rappellent plusieurs fois. C'est toi qui as déjà raté. Enfin, ils lui disent, t'as raté avec ton escadron de cavalerie, t'es même pas foutu de nous mettre là, tu nous as mis dans un piège. Et ce type, à mon avis, de scénario, qui va être plutôt un scénario quasiment de mercenaires, ou une sorte de petite bande de commandos, qui commence dans le western, mais qu'on va retrouver après avec Andrew McLaglen à différentes époques, ça initie une sorte de petit pendant en fait du cinéma hollywoodien qui essaye par le western ou le film d'aventure de réinjecter quelque chose, d'expérimenter dans le genre. Ouais, c'est ça. Je crois que le Doc Erwan lui voit ça comme une sorte de réponse un peu au cinéma italien, ou une sorte de parce que oui, peut-être pas de réponse, mais parce que le film date de 1964, donc c'est la même année que
Pour une poignée de dollars, le premier film de Léon, enfin son premier western, et c'est vrai qu'il y a quand même des parallèles sur le côté un peu plus sale du western, plus vil, plus. Mais il y avait déjà quelques westerns italiens qui étaient sortis aux États-Unis en salle en fait avant pour une poignée de dollars. Pour une poignée de dollars, c'est vraiment le moment où ça a explosé. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y avait eu quelques films, alors qui sont beaucoup moins reconnus aujourd'hui, mais qui avaient été un peu diffusés où il y avait déjà un petit peu cette vision, on va dire. Je dirais peut-être moins mythifié en fait, moins romantique, moins avec les blancs qui sont tous unis contre des dangers venant de la nature, mexicains, indiens, etc. Alors que là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des personnages qui sont réunis malgré eux, alors qu'ils peuvent pas se piffer, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on parle de racisme, on parle des Indiens, on parle du Nord et du Sud, il y a une espèce de haine recuite comme ça qui tire les personnages pendant tout le film. Et ça, je trouve ça vraiment assez récent dans le film. Oui, c'est juste. Est-ce que je suis en train de me dire que c'est vrai qu'il y a à la fois ce penchant un petit peu moderne vers cette idée par rapport à l'Amérique, d'être un peu dans une sorte de déconstruction un petit peu des personnages, il me semble qu'on est vraiment dans l'après-guerre de sécession et on voit toute cette haine. Et en même temps, au niveau de la production du film, la plupart des personnes qui ont bossé sur le film, je pense surtout au chef opérateur qui était Joe McDonald, sont des types qui viennent vraiment de la période, on va dire, la plus classique du cinéma hollywoodien. Et même Jerry Goldsmith qui est à la musique, donc je crois, il me semble du coup que c'est plutôt dans son début de carrière. Ouais, c'est plutôt dans son début de carrière où il n'est pas encore dans le symphonique total, il est encore un petit peu dans la chanson, des trucs Americana plutôt, même s'il y a un thème, un moment qui prend de l'ampleur, qui vraiment s'envole, mais il n'est pas non plus dans les grands orchestres qu'il aura après quand il fera des films de super-héros, quand il fera des films de chevalier. Là, il est plus, on va dire, pas en sous-régime, mais plus en raccord avec le côté un peu intime du film, quoi. Et à mon avis, de ce point de vue-là, on a un film qui est quand même qui va vraiment essayer de faire du western à l'américaine, vraiment essayer de relancer quelque chose de vraiment de très américain. C'était un truc qui s'amorçait déjà un petit peu dans le western avec les films de Bud Botticher, certains films de Michael Winner, même si c'est un peu plus tardif. Les tout premiers films de Peckinpah aussi sont un peu dans cette veine-là de la fin des illusions western, en fait. Puis Anthony Mann aussi, quand même. Il y a quand même une recherche assez documentaire, moi je trouve presque semi-documentaire, de cette volonté quand même de rassembler tous ces personnages qui sont assez différents et ça bouillonne, quoi. Et qui disent tous quelque chose de l'histoire des États-Unis. C'est ça, moi, je trouve intéressant. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que c'est plus, on n'est plus dans un territoire qui est un territoire fait pour les blancs. Une espèce de terre promise, la fameuse, comment est-ce qu'ils appellent ça, la destinée manifeste. C'est-à-dire cette idée que les États-Unis ont été donnés aux blancs qui a été donnée par Dieu aux blancs européens pour profiter de cette terre. Il y a une réalité assez crue quand même dans ce film. En tout cas, moi j'ai pu voir que le début, mais je trouve le côté vraiment historique et la volonté comme ça de montrer comment les personnages ils s'inscrivent là-dedans, quoi. Et comment est-ce qu'ils progressent et du coup comment est-ce que leur progression fait en sorte que à travers les dialogues on sent bien que il y a certains clivages, quoi, qui ressortent. C'est vrai que de ce côté-là, il est assez proche d'Anthony Mann ou de Bud Botticher, déjà, qui allait vers ça un peu, surtout les derniers Mann. Enfin, dans son cycle avec James Stewart, les 2-3 derniers allaient un peu vers ça. Mais la différence, c'est aussi que ces films-là reposaient encore beaucoup sur le personnage principal. On commençait déjà à avoir une série de personnages tout autour. Les Botticher, c'est toujours 3-4 personnages. Chez Mann aussi, mais il y avait soit Stewart, soit Randall Scott, qui était le chef. Et c'est vrai que là, on a un type qui disparaît complètement, en fait, qui est celle du héros principal. Et c'est peut-être ce côté un peu réaliste, justement, qui surgit aussi par le fait qu'on donne pas la voix à une sorte de héros qui a une vision très idéalisée de l'homme de l'Ouest. Surtout que le héros, normalement, c'est le moteur de l'action et puis de l'intrigue, alors que là, il y a plusieurs scènes d'action dans le film. Il y a notamment une attaque d'une fermette et une attaque de brigands dans les montagnes. En fait, on voit qu'il est totalement incapable de donner une cohésion au groupe. C'est le personnage de Richard Boone, qui est quand même un enfoiré total, qui est ultra raciste, qui est ultra violent, qui va en fait emmener l'histoire et emmener l'intrigue plutôt que le perso de Whitman. Parce qu'il est dans une volonté de se venger aussi. Je crois que c'est parce que les Apaches ont tué sa femme et sa Whitman, fille. il est bien vénère. D'ailleurs, l'attaque des bandits, je l'ai trouvé absolument géniale. Cette manière dont finalement, avec plutôt une forme de simplicité, les bandits arrivent comme ça et finalement ça se fait au fur et à mesure.
Et c'est le côté réaliste en fait que. Ouais. Et puis en plus, ce qui que est j'ai marrant, noté. c'est que c'est un affrontement qui commence. Les personnages n'ont pas envie que ça commence à ce moment-là. C'est le héros qui fait démarrer, et l'autre lui reproche après, lui dit mais pourquoi t'as tiré, mais ça servait à rien. On aurait gagné énormément de temps à discuter un peu plus. Tu tires beaucoup trop vite. Et on a un héros qui tire bien. Stuart Whitman, c'est vrai qu'il est assez bon au fusil, mais sinon il est extrêmement mauvais en fait dans toutes les autres situations. Il gère pas bien. Il a une très mauvaise appréhension du temps, des autres, etc. Et lui, mais justement, lui, c'est pas un homme de l'Ouest. C'est ça, à mon avis, le truc. Ouais. C'est qu'en fait, lui, je sais pas d'où il est censé être, mais c'est un nordiste. C'est un mec qui est devenu C'est un officier. mec de Boston. C'est un mec, c'est un mec qui est c'est devenu ça. officier. C'est un mec qui vient probablement de la bourgeoisie. Ouais. En fait, on sent bien qu'il est complètement largué dans ce monde sauvage où, par contre, sa némésis, qui est donc je sais plus comment s'appelle le personnage du sudiste, mais il y a cette. Lui, par contre, il appartient. Lassiter, il appartient au territoire. Donc, il comprend les codes, il comprend. Voilà. Et même s'il est raciste et tout ça, lui, il est le seul en fait qui est capable de faire avancer le groupe parce que c'est le seul qui vit le territoire en fait. Et ça, je trouve ça intéressant aussi de renverser complètement, de faire du méchant finalement celui qui est le seul à être capable de faire survivre tout le monde. Et Tavernier disait dans le bonus, mais moi je me suis fait cette réflexion-là aussi quand j'ai vu le film. Je me suis dit, c'est marrant, c'est une sorte de suite de La prisonnière du désert. C'est-à-dire que tu reprends le personnage de John Wayne dans La prisonnière du désert, complètement bouffé par la haine, et voilà. Et Lassiter, c'est une variation autour de ce personnage-là. Qu'est-ce qui pourrait se passer après La prisonnière Tu le du laisses désert? dériver, il devient une boule de Tu le laisses dériver, tu vengeresse. laisses passer 10 ans, et ben t'obtiens Lassiter dans Rio of Conchos, à mon avis. Ouais, c'est pas mal parce que ça me faisait penser aussi au personnage de Burt Lancaster, moi, dans Fureur Apache, un petit peu. Sorte de, il est beaucoup plus humain dans Fureur Apache, même si là, progressivement, je trouve qu'il redevient humain. Richard Boone, progressivement, on l'aime plutôt mieux que l'autre, en fait, parce que il a de l'empathie qui revient un petit peu, même si le héros est une sorte d'idéaliste, il se remet à s'attacher un petit peu, et finalement, il Puis retrouve un peu moins lisse que d'empathie. le perso de Whitman, Richard Oui, Boone aussi, c'est ça. ça donne un aspect qui est vachement plus intéressant et puis qui est ambigu. Et sur la question justement d'un personnage principal qui détesterait les Indiens, qui serait emmené dans une quête vengeresse, j'ai repensé au film de Scott Cooper qui est sorti il y a 2-3 ans avec Christian Bale, c'est ça, Hostile. Ah oui. Justement, Ouais, où pareil, le perso de Christian Bale, c'est un nordiste qui a une haine totale et absolue des Indiens. Il est obligé de convoyer un chef indien vers sa terre natale pour qu'il aille crever là-bas, quoi, puis qu'il soit enterré auprès de son arbre sacré, tout ça. Et c'est vrai que du coup, ça fonctionnait beaucoup moins, c'était beaucoup plus caricatural, à la fois dans la manière dont le jouait Bell, qui aimait bien forcer sur sa voix pour montrer que vraiment Pas content. il a beaucoup de vengeance en lui, quoi. Et puis surtout, il articulait pas, quoi. Quand t'es chef de cavalerie et que t'articules pas, en général, c'est un problème. C'est un problème, quoi. Et c'est vrai que du coup, ça me fait penser à ça parce que comme dans les années 60, dans une période qui n'est pas encore le western révisionniste, même si on va y venir quelques années après, eux, ils avaient quand même beaucoup plus conscience déjà presque directement de l'intérêt de faire ce genre de personnages-là, beaucoup plus ambigus, qui sont animés a priori par une haine absolue et qui finalement se révèlent beaucoup plus intéressants que les personnages lisses ou plats du perso de Whitman, quoi. Oui, c'est juste ça, qu'il y a une sorte de succession après de personnages beaucoup plus négatifs. Ou, que ce soit dans les films de Fleischer, les films de Fuller. Sturges aussi, un côté comme ça. Alors moi, je dévie légèrement, le film j'ai trouvé excellent, mais peut-être parce qu'on en parlait par rapport à Taoué ou à Mann, je trouve peut-être qu'il aura un défaut, c'est sur le découpage des scènes, notamment de certaines scènes plutôt de campement ou des choses comme ça, où je trouve qu'il va manquer parfois un petit peu de tension. C'est-à-dire, je trouve que des fois on a vu, il me semble que c'est Jean-François Roger de la Cinémathèque qui le voit comme un très grand cinéaste, etc. Formellement, par moments, je trouve qui pourrait être beaucoup plus efficace. Ouais, après moi je trouve qu'il y a des belles scènes. Je trouve que la scène par exemple avec l'enfant, oui, ça c'est excellent, avec le bébé mort et tout ça, là, je trouve qu'elle est. Non, je suis bien super touchante cette scène. Et je trouve que le film progressivement prend de plus en plus d'ampleur, mais le début, alors le début quand il arrive, j'ai trouvé ça marquant, mais après les scènes de camp, je les ai trouvées un peu moins bonnes en fait. Je me suis dit la photo est superbe. Par rapport à Ford, par exemple. Oui, c'est ça. Non, mais même par rapport, à Mann ou à Taoué ou ces gars-là qui faisaient des films, on va dire un peu assez classique, mais qui allait donner plus de tension. Et là, je trouve que la tension vient quand même beaucoup du jeu d'acteur, ce qui est la force du coup de Richard Boone, et qui fait que Stuart Whitman, en fait, dedans, ses dialogues sont un peu moins bons, je pense aussi, il est un petit peu moins bien écrit, et tout de suite, on voit une différence un petit peu. Et pour c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, et là, en le revoyant, je me suis dit, tiens,
c'est étonnant au début. Au début, je trouve que la mise en scène ne part pas tant que ça, et ça devient vraiment très bon, justement, la scène avec l'enfant quand ils arrivent là, ou la scène d'action avec les Mexicains, où il y a une sorte de. C'est sec, en fait. L'avantage du film, c'est qu'il y a une certaine sécheresse. Il en fait pas beaucoup d'effets formels, mais du coup, ça marche très bien dans les scènes un peu d'action ou un peu dramatiques, et un peu moins dans les scènes, à mon avis, de discussion ou de campement. Même si. Sauf à arriver sur la fin, sur la fin du film, où là, ça prend une ampleur historique ultra révisionniste, on va dire, où il y a une espèce de général sudiste qui veut faire un nouveau Troisième Reich. Là, il y a une idée de décor qui est géniale. Il y a une idée de décor qui est géniale, qui est formidable, qui est une idée de cinéma, et en termes de décor, effectivement, c'est hyper impressionnant. C'est qui je trouve très peu vu dans le western aussi. Oui, tout à fait. Cette ampleur historique et qui pour moi justement là, moi tu vois justement la fin, le dernier tiers de là, c'est vraiment là que je me suis dit putain, on est déjà en quelque part, on veut dire le cinéma, le western italien est pas loin. Cette idée que le mythe est à l'intérieur de la fiction. C'est-à-dire que les personnages, je veux dire, quelque part, s'auto-mythifient, en fait, ou vivent dans une vision mythique de la réalité qui les pousse à reconstruire ce mythe, même si ça repose sur une illusion. Ça se ressent, une forme d'égoïsme un peu aussi dans les personnages. Ils pensent qu'à leur gueule, quoi. L'individualisme qui est très américain, finalement. Ouais, mais finalement, cet individualisme de chacun des personnages, le fait qu'ils se retrouvent tous ensemble, c'est là, en fait, je trouve que la cohésion du groupe, en fait, c'est super intéressant. Et parce que le respect naît, finalement, de cette... justement d'espèces de simplicité, en fait, de valeurs morales très américaines, justement, de force virile, de solidarité entre classes, parce qu'on a un but à atteindre. Enfin voilà, il y a toute une espèce je trouve que c'est assez intéressant, cette manière justement de revoir de montrer ces gens qui ne s'aiment pas à cause de l'histoire de leur pays et qui vont finir par apprendre à s'apprécier, non pas à cause de trucs historiques et idéologiques, mais à cause de choses qui sont des choses qui vont avoir avec les personnes, en fait. Oui, ça, je trouve ça super intéressant. Et ce qui alors je sais pas, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi là-dessus, mais ce qui avait d'assez flagrant dans ce film, c'est que cette réunion un peu des personnages marche, mais pas avec les Mexicains. Et je me demandais si dans le cinéma italien du début, il y avait un petit peu ce côté-là. Parce que là, quand même, le personnage de Tony Franciosa, c'est celui qu'on va mettre de côté. Et quand on rencontre les bandits mexicains, c'est vraiment les types les plus atroces qu'on rencontre. Même les Indiens, on a l'impression qu'il a plus de. C'est clair, les Mexicains, ils ont, en tout cas, les bandits ont vraiment une sale gueule, quoi. Enfin, vraiment, pour le coup, il y a un côté. Ils ont des vilaines dents. Mais je me suis posé la question, c'était vraiment soit une caricature ou alors vraiment la volonté de pousser dans un réalisme. Et c'est vrai que le personnage de Tony Franciosa, à côté, il paraît hyper sophistiqué, en fait, dans sa manière de porter une intention particulière à son apparance, que je trouve qu'il est génial. Du coup, le contraste. Moi, je trouve qu'il est génial parce qu'il arrive à rendre, alors que c'est un personnage de méchant. Moi, je suis désolé, je spoil, mais quand il meurt dans le film, moi, j'étais déçu parce que je me suis dit, merde, il disparaît du film. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il continue, parce que moi, j'aurais bien pris un peu de surjeu de Tony Franciosa, un peu plus, moi, tu vois. Ouais, il cabotine un peu. Il cabotine, mais il cabotine vachement bien. Mais ça fait du bien, je trouve, de voir finalement un personnage de Mexicain, en fait, finalement, qui prend sa place aussi. C'est un peu positif. Ouais. Il est pas vraiment positif quand on y pense, moi, parce que je trouvais ça cool, alors, sa c'est présence. peut-être parce que t'as pas encore vu parce que j'ai vu que 40 minutes, en tout cas. Parce que c'est un peu c'est le seul qui se rachète pas, quand même. Il a aucun scrupule. Et on a souvent dit que le western était très raciste, anti-indien, mais ils ont quand même la plupart, enfin, c'est un avis, mais j'ai toujours eu l'impression que même dans la période la plus classique du western, les Indiens avaient un certain honneur ou une certaine façon d'être montrés, même si c'était les antagonistes. Oui, ils sont nobles. Les Mexicains, c'est rarement le cas avant un bon moment. Les Mexicains n'ont pas d'honneur dans les westerns. Non, en général, c'est... Alors, je pense que c'est aussi lié à des questions historiques, c'est-à-dire que les Mexicains n'ont pas résisté comme les Indiens, mais pour des raisons, pas parce qu'ils sont Mexicains, c'est simplement qu'ils se sont fait bananer quand le Texas est devenu, il y avait le sud des États-Unis, c'était le Mexique, et les blancs sont arrivés et ils ont spolié toute la richesse de ces gens-là. Je veux dire, les fortunes californiennes, les fortunes du Texas, elles sont construites sur la spoliation, des chicanos, donc faut pas. Et en fait, c'est ça, je pense que c'est cette espèce de mépris. Il vient aussi du fait que eux n'ont pas combattu, ils ont pas vu le coup venir, ils se sont fait avoir, et il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas de respect mexicaine, tu vois, il n'y a pas eu de guerre comme il y a eu des guerres indiennes. Alors que les blancs, qui pourtant traitaient les Indiens comme des bêtes, ils se sont quand même pris quelques volées de temps en temps. Il y a quand même quelques défaites, quoi. Général Custer. Le général Custer, il s'est bien fait mettre, quoi, quand même, quoi. Donc finalement, je pense que même derrière le mépris, le racisme et le mépris, je pense qu'il y a quand même eu toujours dans le cinéma américain cette idée que, ouais, d'accord, c'est les seuls qui ont à certains moments failli nous la mettre. Alors que les Mexicains, ils n'ont jamais représenté aucun risque, donc ils sont toujours présentés comme des espèces il y a Alamo quand même.
Enfin, c'est un Il y a peu, c'est un Alamo, peu, ouais. c'est un peu plus vieux. Il y a Ça Alamo, arrive c'est un vrai. peu avant. Il y a Alamo, il y a Alamo. Mais ça arrive avant l'unité du pays aussi. Tout à fait. donc Ouais. c'est- voilà. Mais je pense qu'il y a eu Un peu quand même tardif, ça compte pas. une peur du Mexique quand même à la fin toute fin 19e, début 20e avec les révolutions, etc. Qui a fait que Villa, Zapata, les relations franco-mexicaines, pas franco, pardon, américano-mexicaines étaient encore très compliquées au début du 20e. Et à mon avis, qui se ressentent encore plus. C'est vrai que le problème indien, entre guillemets, il avait été réglé. Bah, Enfin, dit comme ça, c'est. ah, il a été plus que réglé. Oui, il a été plus que... On va avoir des ennuis. On va avoir des ennuis là, je pense. Indian Lives Matter. Simon. Mais sans doute qu'il y a des traces effectivement de choses historiques. Après, je pense qu'il faut peut-être pas trop surinterpréter non plus. Je pense que là, ça répond aussi à des codes qui sont des codes vraiment de cinéma américain, et c'est un peu ce qu'on s'attend à voir finalement. Et il faudra attendre justement. Ouais, c'est vrai qu'on s'y attend Voilà. finalement que le Mexicain soit tourné comme ça en dérision. D'ailleurs, dans le Trésor de la Sierra Madre aussi, le Mexicain, il apparaît comme un personnage absolument affreux. Voilà, soit paresseux, toujours avec soit ce sourire, soit fourbe, voilà, ouais. soit. C'est surtout dans le western américain, parce que dans le western italien, C'est pas du tout le en cas. l'occurrence, c'est pas du tout la même chose. Non. Ça sera la figure du révolutionnaire, du péon, avec John Mario Volonté, avec Thomas Milian, tout ça, où là pour le coup, Oui, ou reprendra, Juan dans Il était une fois la Révolution. Ah oui, j'allais. Ouais, mais les trois premiers Léon, il y a quand même pas beaucoup de personnages mexicains. En général, c'est des affreux, quoi. Encore, non? Tout le monde est affreux chez Léon. Oui, tout le monde est affreux, je suis d'accord, c'est Tout le vrai. monde est affreux chez Léon, donc je veux dire. Bah, quand même, chez Léon, le personnage de Il était une fois la Révolution, il est quand même plutôt au début du film assez cru, quoi, quand même. une crapule. Ouais, C'est mais- une grosse crapule. Ouais, Je pense mais que c'est- Ça justement, démarre là, quand même c'est- sur un viol, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, mais justement, Oui, un peu comme Tony Franciosa, c'est une crapule picaresque. Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que oui, effectivement, oui, mais oui, ça commence par un viol, mais c'est pas, c'est ça le truc, c'est que c'est, non, puis c'est pas le viol de n'importe qui. C'est le viol d'une bourgeoise qui Certes, mais ça reste un qui a viol. été voilà. Ah, mais par contre, oui, c'est clair que ça reste un viol, mais c'est le viol de la classe sociale beaucoup plus que le viol de la femme qui, Ouais. à mon avis, présent, ce qui évidemment ne change rien. Mais c'est un personnage qui cherche à se venger aussi, d'une certaine manière. Et puis Juan, c'est un personnage dont la prise de conscience va se faire au fur et à mesure du film aussi. Donc il y a aussi cette dimension-là, quoi. Et puis c'est un film qui arrive aussi un peu plus Qui tard. arrive aussi, voilà, et qui arrive après 68, Mhm. qui arrive dans des périodes où l'idée de révolution, où la question du gauchisme, tout ça, enfin, la question des pensées de gauche, tout ça, ce sont des choses qui. Alors que là, en 64, on n'en est pas encore là. Non. Voilà. Alors il y a eu Robert Parrish quand même, qu'on avait fait un Ouais, avec ouais. l'aventurier du Rio Grande, avec Mitchum, où commençait quand même à avoir un regard beaucoup plus humain, on va dire, sur les Mexicains. Mais j'aime bien, moi, ces westerns de transition. Ouais, Les westerns, on est entre deux. Muy Pas mal, bonito. hein. Aïe, aïe, aïe. Bonne transition, on va devoir s'arrêter là. Donc c'était Rio Conchos de Gordon Douglas, ressorti en DVD Blu-ray chez Sidonis Calista, que nous vous recommandons bien évidemment chaudement. Alors, sinon, si juste Gordon Douglas, un film qu'on n'a pas cité, mais que moi j'ai toujours beaucoup aimé, c'est des monstres attaquent la ville. Ah ouais, Ah oui, oui, Film tout à fait, de oui, fourmis géantes, c'est vrai, film de ouais, fourmis géantes qui est très dans le désert et tout, qui est très sympatoche. Ah ouais. Qui est un des bons films de bestiaux géants des années 50. Putain, c'est un truc que j'avais vu petite, j'avais complètement oublié. Et moi j'aime bien ce film-là, donc je pense que voilà, il n'y a pas que le western chez Gordon Non, Douglas. mais justement, Il y a aussi ouais, des films de pirates aussi qui ouais, sont bien. c'est ça, Enfin, c'est voilà, le- bref. Bon, bref. Pour la Regardez-le. prochaine fois. On va, regarder on va quitter le cinéma américain pour aller vers l'autre meilleur cinéma du monde, donc le cinéma hongkongais, pour ça une petite pause musicale sur La mariée aux cheveux blancs. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était Richard Yuen avec Bride with White Hair, donc chanson extrait de la bande originale du film, donc la magnifique chanson de pop de fin. Et The Bride with White Hair est ressorti il y a quelques mois au moment du confinement, quel bon timing, par Spectrum Film dans une édition collector en 2 Blu-ray, donc qui contient les 2 films, le film de Ronnie Yu de 92 et le film de David Wu de 93, qui a été enquillé juste après, et aussi en bonus le remake qui date d'il y a quelques années, The White-Haired Witch of Lunar Kingdom, mais nous allons principalement nous intéresser aux 2 premiers. Surtout que le troisième, moi je l'ai pas vu. Donc, et ce sont d'ailleurs probablement les plus intéressants parce que ça touche à une période du cinéma hongkongais assez folle, on va dire, en termes de créativité et en termes de production, puisque donc il y a déjà le spectre de la rétrocession de Hong Kong à la Chine qui hante la péninsule, et donc tout le monde commence un petit peu à partir en sucette, tout le monde pense à partir aux USA, tous les grands, tous les Ringo Lam, les John Woo, les Choi Ark, Ronnie Yu aussi d'ailleurs partira quelques années après
aux USA, mais là, il signe avec Bride with a White Hair, la mariée aux cheveux blancs, comme il était sorti en France, un Wuxiapia romantico fantastique qui prend, on va dire, l'histoire de Roméo et Juliette pour le mettre dans le cas du conte fantastique chinois où un jeune guerrier Yang au service de la secte du Wu-Tang, ce qui est déjà quand même un bon signe. Donc, qui œuvre pour la chasse aux hérétiques, qui va rencontrer un jour la Louve, une sorcière au service de Tsi, qui est l'ennemi juré de la secte Wu-Tang. Donc, ils vont bien évidemment pas se battre, mais tomber amoureux, ce qui va nous donner quelques scènes de bagarre et de douche tout à fait fascinantes dans le cadre du cinéma hongkongais, qui n'en manque pas dans le genre sirupeux et violent à la fois, hein, un cocktail assez étonnant, comme seul Hong Kong pouvait nous l'offrir à l'époque en tout cas. Et Ronnie Yu, c'est un cinéaste qui de base vient plutôt du polar, avec notamment en 84 le merveilleux L'héritier de la violence, c'est avec Brandon Lee, qu'il avait révélé comme star du grand écran, donc Brandon Lee qui était le fils de Bruce Lee. Et après, il a plus ou moins dévié, un peu comme tous ses camarades de Hong Kong, dans les différents genres, mais quand même principalement dans le film d'action et le film fantastique. Et celui-là, il est assez particulier à la fois pour son côté romanesque et romantique très très poussé, très très appuyé, parfois même un peu trop, ce qui donne des débordements graphiques et visuels assez étonnants, avec un effet de blur sur beaucoup de scènes qui ferait penser, je sais pas à du David Hamilton non plus, mais à un côté étrange en fait, qui participe à son côté un peu onirique, on va dire. Et donc Docteur en tant que esthète Hong Kong, vous l'avez vu, ainsi que Carla, donc à vous l'honneur Carla. Bah, écoute, ce film de Ronnie Yu. Oui, bah c'est surprenant. Écoute, un peu dans un entre-deux. Je suis dans un entre-deux. Je suis mitigée parce que c'est vrai que le début du film, je l'ai trouvé assez incroyable. Et au fur et à mesure, les ressorts comiques ont fait que j'étais assez surprise et en même temps, bon. Le comique pourquoi pas, hein. Le comique à Hong Kong, de toute façon, c'est toujours particulier, on va mais dire. intéressant dans les plans, dans la manière dont c'est filmé. Je me suis dit que le chef-op avait sûrement besoin d'avoir un niveau à bulle, parce que c'est vrai que le débutage, on aime bien ça. Ouais, pour le coup, c'était un petit peu lourd, je dirais, mais écoute, c'est assez spectaculaire comme film. Je trouve que dans les scènes d'action, quand même, Ronnie Yu, c'est là où il est le plus à l'aise, où il brille le plus. C'est vraiment hyper bien découpé. On sent quand même l'influence de ses prédécesseurs, notamment Choyark. De toute façon, dans une veine de Wuxia qui serait fantastique. Forcément, on va se référer à un moment donné à Zhu, les guerriers de la montagne magique, le film de 83 de Choyark. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça quand même, mais peut-être plus bis, qui sera encore plus poussé dans la suite, dans le film de David Wu. Alors, il faut peut-être aussi signaler que ce sont des films de studio. C'est-à-dire que c'est des films où il y a, alors, en tout cas moi, d'après ce que j'ai pu voir, je crois qu'il n'y a aucune scène dans le premier ni dans le deuxième qui soit tournée en décor naturel. C'est que du studio. C'est que du mais studio. c'est moi ce que j'ai aimé dans le film, le côté artificiel en fait, des décors, des couleurs. Et en plus, alors le premier, surtout la première partie du film, c'est un film de gros plans. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de profondeur de champ, les personnages sont toujours filmés de très très près. Ce qui très cloisonné, voilà, c'est très cloisonné et des toiles de fond comme ça, très colorées. Voilà, et je trouve qu'il y a, moi je suis un peu partagé aussi parce que je trouve qu'en termes de narration et à certains moments de mise en scène, je trouve qu'il y a des fois c'est quand même un peu à l'arrache. On sent que on sent qu'il y a trop de personnes qui regardent derrière ce qui se fait sur les combos, quoi. Et inversement, il y a aussi d'autres plans qui sont beaucoup plus composés, et notamment il y a des moments, moi, que je trouve des images en fait que j'ai trouvé plutôt sympa. Je pense notamment à ce plan où on découvre que le méchant est double. Voilà. C'est à moi. Et je trouve que là il y a un joli plan. Qui est une super idée en plus, mais qui est casse-gueule à mettre en scène. Voilà. Mais avec des acteurs qui en font des caisses en plus. Parce que c'est ça aussi, c'est que c'est le royaume du cabotinage. Oui, et puis là, pour le coup, les méchants font vraiment des caisses. Avec des rires sardoniques. Les méchants sont méchants, il n'y a pas de doute. Avec des rires sardoniques, enfin voilà. Alors, moi, je trouve que la scène Tahiti Douche, la scène de sexe Tahiti Douche, qui est vraiment typiquement une espèce de porno soft. Et puis très soft, quoi. Et puis ça revient plusieurs fois, quoi. Et qui est longue. Et parce que c'est Brigitte Lee aussi. Et on sent qu'ils sont en train de sexualiser, en fait. On sent
il sexualise à mort le couple, mais qui était aussi À le couple mort. de BG. Qui était le couple de BG à l'époque, hein, quand même, Leslie Chung. Parce que Leslie Chung, c'était la grosse star ultra beau gosse du cinéma hongkongais. Et c'était un ultra beau gosse. C'était un ultra beau gosse, et un super acteur. acteur. Et un super acteur, malheureusement mort, suicidé. Après la révélation de son homosexualité, et ça a été un des grandes pertes du cinéma hongkongais. Mais je trouve qu'il y a des moments, en fait, il y a des espèces d'éclats gore comme ça qui sont très surprenants. Par exemple, il y a une scène, moi, que j'ai beaucoup aimée. Et là, je me suis dit, tiens, tout d'un coup, on a l'impression qu'il fait un peu plus gaffe à son découpage. C'est par exemple quand il rentre à la fin du film dans le temple et que il voit la tête coupée de son maître. Et en fait, tout le plan se déroule. En fait, tu dis, il y a quelque chose de pas cool qui vient de se passer. En fait, tu vois d'abord la tête coupée. En fait, après, et il faut attendre vachement longtemps avant d'avoir un plan d'ensemble où tu vois tous les cadavres, tu vois, qui sont répandus au sol et où tu découvres que tous les disciples ont été tués les uns après les autres. Et là, je trouve que là, il y a une espèce de traitement de qu'est-ce qu'on montre pas, de jeu avec le hors-champ. Et là, je trouve qu'il y a des bonnes, c'est-à-dire qu'il y a des super bonnes idées, mais je trouve qu'elles sont agglomérées de Oui, il y en a manière, beaucoup, quoi. Voilà, elles sont agglomérées de manière peut-être un peu too much, quoi. Voilà, Oui, ça. puis je pense que c'est le montage aussi qui est ultra dynamique qui fait que ça en rajoute encore une caisse, quoi. Alors que il y en a déjà pas mal, quoi. Ouais, ils sont coutumiers du fait plutôt à Hong Kong dans leurs films d'action, notamment même si c'est un cinéaste qui est beaucoup plus sec, un mec comme Ringo Lam, on en parlait avant l'émission, effectivement, ça sera aussi dynamique, mais ça sera toujours plus violent dans les raccords et dans les cuts. Ou comment il s'appelle, le mec qui a fait OCTB et puis Gunman, Kirk Kong aussi, voilà, qui est spécialiste de la sécheresse. Voilà. Et là, c'est vrai que c'est très baroque. Voilà. C'est kitsch même, je dirais. Hein. Et voilà, c'est même rococo. Oui, rococo, effectivement. Oui, pour le côté romantique, ça peut coller. Ouais, mais c'est pas du tout désagréable. Regardez, moi, c'est moins mon type de cinéma hongkongais. Moi, je suis plus sur des choses effectivement un peu plus rêches. Puis, moi, c'est les effets spéciaux. J'ai trouvé ça assez beau quand même. Il y a des espèces d'envolées comme ça de personnages qui me faisaient. Mais ça me rappelait d'une certaine manière le cinéma de Kurosawa, un peu de ce qu'on peut retrouver dans Dreams. Surtout ce rêve-là qui se passe dans la neige avec un peu une sorte de sorcier, la mort avec la femme des neiges. Ouais. Et qui reprend un peu d'ailleurs un peu ces codes-là. Je trouve de ces envolées, c'est assez beau d'ailleurs. Et oui, je trouve que là il y a un moment notamment. Alors c'est marrant parce que ça peut être aussi dans cette scène Tahiti douche, c'est-à-dire dans la scène Tahiti douche, t'as un moment où t'as Leslie Chung qui saute au sommet d'un pilier, qui remue un peu d'ailleurs quand il saute dessus. Et donc le pilier doit être un peu en carton-pâte. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Ouais, mais moi j'aime bien. Moi je trouve ça très charmant, hein, personnellement. Et il dit il tend son épée vers le ciel et il dit si jamais je trahis ma copine, que je sois damné. Et elle le rejoint et en fait il y a une espèce de plan comme ça en plongée où tu la vois arriver. Et c'est juste son vol est découpé comme ça en 3-4 plans. Et là je trouve que ça devient tout d'un coup ça devient très gracieux. Et c'est ça le truc, c'est qu'il y a une espèce de mélange de grâce et de lourdeur en fait dans ce film. C'est le côté un peu, je pense, studio fabriqué d'espèces d'inventions comme ça. Ils se sont dit, on va le faire comme ça. Et c'est vrai qu'on sent les idées, en fait. On sent que derrière, ils ont voulu inventer des choses. Ce truc avec cette espèce de danseur, en fait, qui devient une femme. Et qui annonce l'arrivée du méchant, de la double nature, du double genre en fait du méchant. Enfin, tu vois, tu sens qu'il y a quand même, à la fois c'est un côté à l'arrache et en même temps tu sens que ça a été pensé. Enfin, c'est pour ça que moi je suis un peu mitigé, c'est-à-dire que j'ai pas du tout détesté le film, mais je pense que je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a des trucs qui tiennent moins la route, je pense aujourd'hui, qui à mon avis pour un public hongkongais de 93 fonctionne très bien, qui aujourd'hui sont un peu difficiles à digérer. Ce que j'ai trouvé assez étrange, c'est qu'on tombe presque dans le film pour enfants en fait, mais à la fois non. Enfin, il y a un entre-deux comme ça. Un film pour enfants gore et. Ouais, parce qu'il y a du gore. Hein. Et il y a de la tête coupée, il y a des mecs coupés en deux, il y a des jolies gerbes de sang. C'est ludique. Et ce côté ludique et violent est poussé à un niveau encore un peu plus au-dessus et plus plus exploitation dans la suite qui arrivait un an plus tard par David Wu, où là il y a aussi un côté ultra violent, un côté ultra dynamique, un peu rococo, mais dans une veine beaucoup plus presque détendue, j'ai envie de dire. Alors déjà moi dans le deuxième je trouve qu'il y a la grande qualité du deuxième, c'est qu'il y a ce personnage féminin là, qui joue les garçons manqués, qui fume des clopes et elle meurt trop vite dans le film. Alors par contre ça c'est un truc qu'il faut préciser, ça meurt salement. Il y a pas un personnage
secondaire qui ne meurt pas comme une vieille merde. Ah, il meurt de manière Dans le premier dégueulasse. et dans le deuxième, la fille, dans le deuxième. J'ai pas vu le deux. Enfin, dans le premier, plutôt, Ah, dans le premier. la fille d'un des maîtres qui est remplie d'ambition, qui est l'espèce de concurrente, en fait, Ouais. de Leslie Chung. Ouais. Ah, mais comment elle se fait défourailler, quoi, elle, quoi. Attends, celle qui se fait empaler sur le Ah, mur. ouais, à la fin, je me suis. tu fais, oh, Effectivement, je me suis dit, oh putain la vache. ouais, tu fais, Mais ouais. en même temps, c'est cool quoi. Mais ouais, parce qu'elle est chiante. Elle est chiante et elle mérite son Ouais, sort. ouais, Voilà. grave, c'est ça. Tu vois, pareil, le Elle maître. meurt comme dire parce qu'elle est casse-couille. Ouais, non, puis pareil, le maître qui se fait couper la tête, enfin, oui. tout ça. Voilà, et finalement, tu te rends compte, ouais, mais en fait, quelque part, tu sais. Alors, bon, ça, c'est dans le premier. Et alors, dans le deuxième, c'est pas un film très MeToo non plus, le deuxième. Parce que le deuxième, c'est comme un film où les méchants, c'est un groupe de lesbiennes féministes. C'est un groupe de lesbiennes féminazies dont la Nazi carrément. Ah non, mais dont le motto est si je vois un homme, je le tue. Voilà. Oui. Parce qu'elle a été trahie par son mec, voilà, elle a été trahie par Leslie Chung, En etc. plus pour des trucs à la con. Oui, quoi. pour des trucs à la con en plus. Hein. Mais et en fait, du coup, t'es une espèce de ouais, Elle fume des clopes. alors non, ça c'est un personnage qui est plutôt c'est positif, c'est le personnage Ah, féminin positif. Oui, mais en fait, parce que les personnages positifs fument. et en fait, les mecs arrêtent pas de faire des blagues en mettant des pains dans la tête des actrices, en leur disant ouais, comme ça, tu sais ce que c'est qu'un vrai mec. Tu fais. Peut-être ça Bon. dans tout le monde Hong Kong 93. dans les comédies, dans Ah ouais, c'est les God of, Pourquoi pas. of Gumblers de Wong Jin, les machins comme ça, c'est pareil, c'est ultra bourrin. Et en même temps, il magnifie complètement Brigitte Lin. Je trouve même que dans le deuxième, il y a des plans, je trouve, dans le deuxième, il y a un Elle plan est- notamment où elle elle vole est en l'air, elle incroyable. s'approche au ralenti d'un des mecs et tout. Il y a des plans où elle fait presque peur, quoi. Tu vois, elle arrive vraiment à avoir cette Si, non, mais ça, cette il y a- force. ça marche, il y a des moments où ça marche, on est pris dans cette Avec les folie. cheveux, là, Ouais. quand tu tues les gens à coups de cheveux. Ouais, super, ça c'est comme ouf, idée. mais c'est On y une pense bonne pas. idée, je trouve. Ah, Mais il y a un plan, il y a une scène de bagarre que je trouve absolument géniale où le type se rend compte qu'il a pas d'épée et il fait ouais, ok, t'inquiète. Et là, qu'est-ce qu'il prend une tige, un roseau et il Un commence roseau. à défoncer tout le monde avec. Mais là, je me suis dit, mais c'est C'est génial. pour pas les tuer, en plus. C'est parce qu'il veut pas les tuer, en fait. Oh, c'est un mal. Bah, un coup de roseau dans la tronche. Ça a l'air de faire mal en plus, ouais, ça a l'air de faire mal, quand mais même. c'est génial quoi. Ouais. Non, et c'est ça le truc, ouais, il y a tellement qu'il y a presque trop, en fait, dans ces films-là. Ouais, mais c'est ça qui fait que c'est à la fois bien et en même temps too much quoi. Voilà. Mais par contre, c'est très. Alors, c'est pas pour tous les publics, parce que c'est-à-dire que si vous êtes fan de Bresson, bon, ça va pas marcher. Hein, ça sera. Voilà, ça sera. C'est pas du Bergman, mais c'est pas mal. Hein. Oui. Mais moi, j'aime bien j'avoue que cette outrance-là est toujours sympatoche à regarder. Même, tu vois, même si moi, effectivement, les effets de blur et tout, c'est pas du tout mon truc. Moi, dans le cinéma de Hong Kong, c'est vraiment un effet que j'aime pas du tout. Moi, j'aime bien les ralentis très lents, voilà, très visibles, très nets au niveau de l'image. À la Johnito, voilà. Donc. Il y a un côté fourre-tout en fait. Ouais, voilà. Mais bon, moi, c'est pas ce que best j'ai of. aimé dans le film, donc pourquoi pas. Hein, mais je pourrais pas m'en farcir à des tonnes quoi. Alors, ouais, alors, tous les Wuxi Japan ne sont pas comme ça non plus. Hein. Il y a aussi des Wuxi Japan beaucoup plus sages, on va dire, entre guillemets. Mais par contre, c'est du film généreux, quoi. Ça, Ouais, c'est clair. film généreux. Ouais. Et l'édition l'est tout autant, parce que pour le coup, Spectrum a vraiment fait un super taf. Il y a à chier de bonus, les commentaires audio des réals sur les deux films, interview avec Ronnie Yu, il y a des documentaires, interview de Julien Sévéon, qui est un spécialiste en France du cinéma extrême oriental de manière générale, on va dire, et qui dit des choses vraiment hyper intéressantes. Très très belle édition en double Blu-ray. Et le transfert, chaudement. Et les transferts 4K sont magnifiques. vachement beaux. Hein, quand même. Les transferts Blu-ray, ouais, sont. Ouais, parce la que moi, copie est peut-être tombée, hein. je me disais, c'est tout à fait le genre de film qui a dû sortir chez 7-7 ou chez, Ou chez Metro. ou chez voilà, en vidéo, en Giant DVD. Star, des machins comme Et ça. voilà, les films de Hong Kong des années 90, moi je me souviens Il y a j'en ai vu beaucoup avec de- des transferts qui étaient pas géniaux en DVD. Et là, par contre, la restauration 4K, Ah les ouais. couleurs. Bah, c'est vrai que la copie que tu m'as passée, enfin, Ah ouais, ouais, c'était plutôt Ouais, y a nickel. pas à chier. ah ouais, ils ont fait du beau boulot, moi je trouve, quoi. Ouais. Et la musique est assez incroyable. Ouais, Patrick Yuen, la musique est vraiment cool, hein, parce Ouais. que souvent ils font un peu beaucoup de synthé, bon tant pis, dégueulasse. Alors que là, C'est toujours dans le too much, mais Ouais. ça rajoute, ça Dans, ça le, va deux- bien alors, avec dans le le- deuxième, notamment, il y a un thème dans le deuxième, là, quand le temple se fait attaquer au début, qui est vraiment sympatoche. c'est galvanisant. Ouais, qui est assez sympatoche. Ouais, qui est assez sympatoche. Mais voilà, mais c'est. Si vous êtes fan de cinéma de Hong Kong, voilà, moi et que vous n'avez pas vu ça, si vous regardez quoi. Voilà. Chouffez-le, c'est. Après, pour découvrir le cinéma de Hong Kong, c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée. Voilà. Donc c'était le coffret The Bride with White Hair, la mariée aux cheveux blancs, sorti chez Spectrum Film. On va passer au coup de cœur. Simon le jeune. Alors moi, c'est Les Rebelles du Dieu Néon de Tse Ming Liang et, Ce qui ne cesse pas de m'étonner. Hein. et Picasso Trigger d'Andy Sibaris. Voilà, deux Merci. ambiances. Merci. Deux ambiances On très monte un petit peu le différentes, niveau, mais c'était pour comme- te faire plaisir, je me suis dit. Carla.
Alors moi, c'est une découverte absolument incroyable. Ça s'appelle comment ça s'appelle Senior Coconut. Senior Coconut, et c'est une reprise de Kraftwerk. En version latino cumbia, et c'est absolument incroyable. Ça a égayé la fin de mon confinement, quoi. Voilà. On peut le dire. Docteur. Alors moi, ça sera moins rigolo. Ça sera un documentaire de Barbara Koppel qui s'appelle Harlan County, USA, qui a été tourné, je crois, qui est sorti en 75 ou 76. Ah, chaud, quoi. Et qui est consacré à une grève de mineurs, en fait, dans le fameux comté de Harlan, qui est connu pour dans le Kentucky. Dans le Kentucky, et qui d'ailleurs est appelé Bloody Harlan, puisqu'il y a déjà eu des répressions de grève dans les années 30. Enfin, il y a toute une histoire. Et donc, ça suit la grève pendant 3 ans. Et ça se passe pas bien du tout, avec des mercenaires, avec des mecs armés, avec des syndicalistes qui meurent. Enfin, on a l'impression que ça se passe dans un pays du tiers-monde, sauf que ça se passe aux États-Unis. Et voilà, en pleine période Nixon, et c'est super bien à regarder, quoi. Voilà, avec cette idée que et donc il y a déjà eu de la pensée de gauche aux États-Unis, il y a déjà eu du syndicalisme du vrai, quoi, aux États-Unis, et voilà. Et Barbara Koppel le filme très bien. Moi, sur le syndicalisme américain, je vous recommande une fois de plus un livre merveilleux de Louis Adamic qui s'appelle Dynamite, un siècle de lutte de classe aux USA 1930, qui effectivement nous rappelle que le syndicalisme américain à une époque, ça déconnait pas du tout. Ça déconne grave pas. Et pour parler d'Américains qui déconnent pas, je l'ai relu aussi sur la fin du confinement, la trilogie Underworld USA de James Ellroy. J'ai enquillé les 3, j'ai fini hier soir. J'avais pas pris un tel plaisir de lecture depuis des années et des années. J'avais presque oublié à quel point James Ellroy est peut-être le plus grand écrivain vivant, un styliste de folie et un raconteur d'histoires hors pair. C'est énormément de plaisir. C'est notre laciteur en littérature. Vieux facho, mais très doué. Voilà. Et Pete Bondurant, il va sacrément me manquer parce que lui, quel putain de héros, quoi. C'était merveilleux, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il faut lire, relire et re-relire James Ellroy, la perle noire du polar. Donc, c'est merveilleux. On va s'arrêter là. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler encore de petites panouilles de cinéma qui vont sortir. On aura quelque chose à se mettre sous la dent. Merci Gal, une fois de plus, de nous avoir accueillis dans votre cuisine. Merci pour cette belle installation. Merci pour les plantes qui tombent sur ma tête. Des plantes odorantes. Des plantes odorantes. J'ai une petite fleur violette devant mon nez. Sur le nez. Merci messieurs, merci mademoiselle. C'était un plaisir. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut. Salut.